Bonsoir, mesdames, messieurs, et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Marie-Ange, bonsoir. Bonsoir, Roland. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de votre journal. Après son arrivée ce mardi à Juba, Riek Machar, le chef rebelle sud-soudanais, a prêté serment en tant que vice-président du pays. Il a également appelé à l'unité nationale les fils et filles d'une nation meurtrie par la guerre civile. Au Gabon, la Banque africaine de développement vient de mettre en place une stratégie de partenariat visant à octroyer un prêt financier d'un montant de 811 milliards de francs CFA à l'État gabonais. Bientôt le lancement de la 39e édition du Dakar qui verra l'entrée en liste de nouveaux venus sur un parcours dont l'altitude sera un des éléments majeurs. Bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé ce mardi à Juba où il a prêté serment comme vice-président dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile dévastatrice. De son arrivée, il a appelé à l'unité pour que le pays puisse guérir de ses blessures. Judith Kwendo pour des précisions. Dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin de retour dans la capitale après plusieurs reports. Au palais présidentiel, où il s'est rendu, il a prêté serment comme vice-président selon les accords conclus pour la préservation de la paix. En prêtant serment, il a déclaré, je cite, « Je suis pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible pour que les gens puissent avoir foi dans le pays pour lequel ils se sont battus pendant si longtemps. » Fin de citation. De hauts responsables de l'Union africaine et l'ancien chef d'État botswanais, Festus Mogae, qui est le président de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, étaient présents à cette cérémonie. Rappelons que Riek Machar avait déjà occupé le poste de vice-président entre juillet 2011, date de l'indépendance, et juillet 2013. Il faut dire que ce retour suscite un espoir de règlement du conflit et un avenir meilleur pour le Soudan du Sud. Et avant cette arrivée de Riek Machar à Juba, il a été précédé par son chef d'état-major Simon Gatwick dans la capitale sud-soudanaise où il a été accueilli par des hauts gradés de l'armée gouvernementale. Simon Gatwick était accompagné d'une centaine de soldats. Ahmed Djembogo. Accueilli par le chef de la garde présidentielle, Martial Chanyong Yol Mengok, également sous le coup des sanctions de l'ONU, c'est en brandissant un bâton en référence à l'armée populaire de libération du Soudan que le numéro 2 du système Riek Machar, le chef d'état-major de la rébellion sud-soudanaise, Simon Gatwick, est descendu sur le tarmac de l'aéroport international de Juba. Je suis ici aujourd'hui à Juba pour la mise en place totale de l'accord de paix qui a été signé l'année dernière à Addis Abeba et je n'ai rien d'autre à ajouter avant que mon chef ne soit assis avec mon président Salva Kiir. Après cela, nous parlerons de notre armée en général. Une arrivée saluée par l'opposition sud-soudanaise. Sa présence aujourd'hui à Juba est le départ d'une nouvelle phase, une phase sérieuse de mise en place de la paix. Et en ce moment charnière, nous appelons les partenaires de la paix à soutenir cette initiative afin que nous puissions former le gouvernement traditionnel d'unité nationale qui attend déjà à la porte. En attendant la formation du gouvernement de transition avec le président Salva Kiir, la communauté internationale a exprimé sa colère face aux multiples retards de la réalisation de l'accord de paix. Les États-Unis ont tour à tour blâmé la rébellion, puis le gouvernement. Et toujours en politique, le Congrès national africain abrégé ANC, le parti sud-africain au pouvoir, a porté plainte pour trahison contre le chef du parti d'opposition des combattants pour la liberté économique en abrégé EFF, Julius Malema, après qu'il eut menacé de renverser le gouvernement. Les détails dans ce reportage de Evan Bala. La nouvelle a été annoncée ce 25 avril par le porte-parole de l'ANC, Zizi Kodwa, qui a affirmé qu'une plainte a bien été déposée par l'ANC à l'encontre de Julius Malema pour trahison. Julius Malema avait affirmé la veille dans une interview à Al Jazeera qu'il allait bientôt perdre patience et faire partir ce gouvernement à la pointe du fusil. Plus tôt lundi,
L'ANC a dénoncé dans un communiqué les déclarations de ce dernier, les qualifiant d'inflammatoires, traîtres et séditieuses. Depuis plusieurs mois, les EFF, le parti de Julius Malema, réclament le départ du président sud-africain Jacob Zuma qu'ils accusent d'avoir corrompu le pays. Fin mars, le chef de l'État a été reconnu coupable par la justice d'avoir violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisés pour rénover sa résidence privée. Régulièrement, les députés du parti de Malema perturbent les séances parlementaires en interpellant la présidente de l'Assemblée sur des points de règlement ou scandant des slogans anti-Zuma. Enfin, les EFF espèrent confirmer leur ancrage dans le paysage politique sud-africain lors des prochaines élections municipales qui se tiendront le 3 août. Au nord du continent, le président de l'instance électorale tunisienne, Chafik Sarsar, a indiqué que la Tunisie se dirige vers la tenue d'élections municipales en mars 2017, une date fixée par consensus, le temps pour les organisateurs de promulguer la loi électorale. Marielle Biogou. 5 ans après la révolution du jasmin en Tunisie, le pays a enfin fixé une date pour les élections municipales. Comme il y a eu un dépassement de la date de la feuille de route, nous avons trouvé une sorte de consensus sur la date fixée en mars 2017 pour les élections municipales. Une loi électorale spécifique aux municipales doit toutefois encore être promulguée et un nouveau découpage électoral institué, car la nouvelle constitution prévoit que les municipalités doivent couvrir tout le territoire tunisien. Absolument, il est possible d'organiser les élections municipales en mars 2017. Tout simplement parce qu'on a actuellement le temps pour la promulgation de la loi électorale et avant même donc, le découpage électoral. La confiance en l'instance, elle est assez établie. On perçoit très clairement que même dans les déclarations des politiciens, il a complètement changé. Actuellement, ils ont confiance en l'instance. Après la révolution qui a emporté la dictature de Ben Ali en janvier 2011, les municipalités tunisiennes ont été dissoutes et remplacées par des délégations spéciales chargées de gérer les affaires courantes. Restons au Maghreb pour parler de la chef de la mission de l'Union européenne en Libye en visite à Tripoli ce mardi, Marie-Angèle. Natalia Apostolova a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote incessamment pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. Marielle Biogou, une fois de plus. Pour sa première visite à Tripoli, la capitale libyenne, Natalia Apostolova, la chef de délégation de l'Union européenne dans le pays, a renouvelé la confiance de l'institution qu'elle dirige pour le gouvernement d'union nationale. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre soutien entier pour le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale. Elle a toutefois invité le Parlement installé à Tobrouk à voter le plus rapidement possible en faveur de ce gouvernement d'union. Donc nous croyons fortement au pouvoir du Parlement ainsi qu'à ses responsabilités qu'il doit prendre maintenant. Néanmoins, nous encourageons le Conseil présidentiel à prendre ses fonctions de l'exécutif dès que possible. Natalia Apostolova dit avoir évoqué lors d'entretiens avec les membres du gouvernement des mesures sécuritaires sur le terrain et les moyens d'aider le gouvernement à former une véritable armée et une véritable police. L'Union européenne envisage également de former les gardes-côtes libyens et d'élargir le mandat de Sophia, l'opération navale de l'UE de lutte contre les passeurs de migrants au large de la Libye, mise sur pied à l'été 2015. Ce sujet constituera le 7 en plus de ce 20h avec Marielle Biogou. Au Gabon, bientôt l'externalisation de demande de visa à Libreville. L'annonce a été rendue publique par le consul général de France au Gabon, Jacqueline Laurel, lors d'un point de presse tenu dans sa résidence. Objectif, présenter aux hommes et femmes de médias son nouveau système de modernisation du service des visas. Abdoulaziz Maïga était sur place accompagné de Rodrigue Simangoy. Le consulat général de France au Gabon opte pour l'externalisation de la demande de visa. Une mutation due à la demande sans cesse croissante et à l'exiguïté de ses locaux. À l'écoute du public gabonais, la représentation diplomatique française se veut plus probante et allie désormais la technologie au service de confort. En 2011, le consulat général de France a délivré 11 000 visas. En 2015, nous avons délivré 16 128 visas exactement, soit une augmentation d'environ 10% par an. Et nous voulons continuer à accompagner cette hausse, mais dans de bonnes conditions. Ce n'est plus tout à fait normal
de laisser des files d'attente devant le consulat de 6 h du matin à 13 h, 14 h l'après-midi. Ce n'est plus possible. La société TLS Contact commis à la tâche assurera les phases de prise de rendez-vous, de collecte des dossiers, de recueil biométrique, d'envoi des dossiers au consulat général et de restitution des passeports. Toutefois, le consulat assure qu'il reste le seul compétent en matière d'instruction des dossiers et de décision de délivrance des visas. Le pouvoir régalien de la décision d'octroi du visa relève et relèvera toujours du consulat général. L'ouverture de ce centre d'externalisation est fixée au 19 mai prochain, avant le pic saisonnier. Et toujours au Gabon, cette fois en économie, comme annoncé en titre pour la période 2016-2020, la Banque africaine de développement a adopté la stratégie de partenariat avec le Gabon. Et dans le cadre de ce programme, la BAD pourrait apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA en prêts et en aide au Gabon. Les précisions de Marielle Judith Kondo. Dans un communiqué publié le jeudi 21 avril, la Banque africaine de développement a indiqué l'adoption par son conseil d'administration de la stratégie de partenariat entre 2016 et 2020 entre l'institution financière et le Gabon. Le déboursement de ce financement dépendra toutefois de l'état d'avancement des projets proposés par ce pays. Le document sur la stratégie de partenariat fixe la feuille de route de la coopération technique et financière entre la BAD et le Gabon. Dans le cadre de ce programme, la BAD prévoit apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA à travers ses guichets publics et privés. Selon l'institution, ces ressources seront consacrées principalement à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires et le développement humain. Rappelons toutefois que c'est le troisième document de stratégie quinquennale adopté par les deux parties depuis 2006. L'adoption de cette feuille de route doit désormais être traduite en déboursements concrets qui dépendront de l'avancée des projets proposés par le gouvernement gabonais. Une phase délicate et complexe dans laquelle plusieurs accords ont été enregistrés au moment de la mise en œuvre des précédents documents de stratégie de partenariat. Alors que le taux de croissance du Maroc est revu à la baisse par la quasi-totalité des institutions financières, les différentes agences de notation, pour leur part, renouvellent leur confiance dans la solvabilité de l'économie marocaine. Marielle Biogou. Dans son dernier rapport de la session de ce mois d'avril, l'agence de notation financière Fitch Ratings vient de confirmer le maintien de la notation souveraine du Maroc à BBB- avec perspective stable. Elle rejoint ainsi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et plusieurs autres agences. Même si l'agence anglo-américaine table pour un ralentissement de la croissance du royaume à moins de 2%, contre 4,5% en 2015 en raison de la baisse de la demande en provenance de l'Europe, de la réduction attendue des recettes du tourisme, mais également de la chute de la production agricole. Fitch Ratings est rejoint dans ses prévisions par Standard & Poor's qui prévoit la croissance au Maroc à 1,8% seulement pour le compte de cette année. Leurs prévisions de croissance restent néanmoins supérieures à celles des institutions marocaines. Le Haut Commissariat au Plan et la Banque centrale marocaine projettent de leur côté une croissance respectivement de 1,3% et de 1% seulement. L'optimisme des agences est toutefois favorisé par la situation macroéconomique du Maroc, mettant en avant la baisse de la facture énergétique sous l'effet du recul des prix du pétrole, la diminution du déficit du compte courant, le développement de nouvelles industries à l'exportation. L'objectif de limiter le déficit budgétaire à 3,5% du produit intérieur brut en 2016 est également une des raisons avancées par l'agence de notation anglo-américaine, jugeant crédible la situation économique du pays. Une note d'environnement à présent, la côte kenyane située à 530 km de plage est riche d'une biodiversité exceptionnelle mais en danger. Une zone clé entre l'Inde, la Somalie et le Yémen pour comprendre l'Afrique que le Kenya veut continuer à protéger, notamment ses dauphins. Marianne Gengona. À 120 km au nord de Mombasa et 25 km au sud de Malindi se dresse Watamu, l'un des plus vieux parcs marins d'Afrique. Le site protégé depuis 1968 regorge de 40 types de coraux et de 500 espèces de poissons. Mais les parcs marins kenyans souffrent d'une faible valorisation comparée aux réserves terrestres. Le service kenyan de la protection de la faune s'est donc chargé de veiller sur la population de dauphins, d'orques et de baleines à bosse.
À cet effet, l'équipe a été renforcée par la marine kenyane et les pêcheurs qui ont été formés, ce qui a amélioré la protection des dauphins et leur comptage depuis 1994, selon Jane Spielberry de l'association marine de Watamu. Lors des dernières relevées, 141 dauphins ont été observés. Une campagne de communication et de sensibilisation a également été lancée par cette association dans le but d'ajouter aux Big Five terrestres, c'est-à-dire lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffles, les Big Five de l'océan composés de baleines, dauphins, requins-baleines, marlins et tortues de mer. Les 530 km du littoral kényan dépendent du tourisme. Le secteur représente au moins 12% du PIB du pays. Et de la santé pour la suite, à l'occasion de la journée mondiale contre le paludisme le 25 avril, le rapport de l'OMS publié à cette date a montré que 6 pays du continent africain pourraient éradiquer la maladie d'ici l'an 2020. L'organisation Marie-Angèle félicite ces pays et souligne le besoin d'investissements importants dans les régions fortement touchées. Judith Kondo nous en dit plus dans ce reportage. L'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2015, était d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays du monde d'ici 2020. Dans un nouveau rapport publié lundi 25 avril, l'organisation annonce que cela est réalisable dans 21 pays, dont 6 sur le continent africain, le plus touché par la maladie. Il s'agit de l'Algérie, du Cap-Vert, du Swaziland, du Botswana, de l'Afrique du Sud et des Comores. L'OMS félicite ces pays et souligne le besoin d'investissements importants dans les régions fortement touchées, particulièrement en Afrique. En Afrique du Sud, l'élimination de cette maladie est un objectif national. En 2014, le pays a enregistré près de 11 700 cas, presque 6 fois moins qu'en l'an 2000. Les cas de paludisme y sont concentrés dans les régions frontalières avec le Swaziland, le Zimbabwe et le Mozambique. Selon l'OMS, avec une action ciblée et une coopération transfrontalière, l'Afrique du Sud a le potentiel pour éliminer la malaria en 2020. Rappelons toutefois que dans son rapport de 2015 sur le paludisme, l'OMS avait annoncé que la maladie reculait partout dans le monde, y compris sur le continent africain. Au cours des 15 dernières années, les taux de mortalité par paludisme y ont chuté de 66% dans toutes les tranches d'âge et de 71% chez les enfants de moins de 5 ans, une population particulièrement vulnérable face à la maladie. Depuis la disparition subite du père de la rumba congolaise Papa Wemba, les réactions ne cessent pas sur le continent. À l'ambassade de la RDC au Congo, des personnalités politiques, des personnes qui ont connu le roi de Molokai viennent s'incliner devant le portrait de l'illustre disparu. Roland Jaco nous en parle. Parmi les personnalités qui font des va-et-vient à l'ambassade de la République démocratique du Congo depuis la mort de Papa Wemba, figurait l'ambassadeur de l'Angola. C'est un vide, non seulement pour sa famille, mais c'est pour toute la communauté africaine et en particulier les pays voisins qui partagent le même destin que le peuple congolais. Donc quand il a commencé à jouer de la musique, on était encore à l'école secondaire. François Luambo, chef de la diplomatie de la RDC au Gabon, n'a pas manqué d'exprimer la tristesse qui l'anime depuis le matin du 24 avril. J'ai eu la première nouvelle à 6 h du matin. C'était une émotion. Et je ne peux pas vous dire les émotions que j'avais eues et comment j'avais pleuré, parce qu'en fait, c'est un frère. Très proche de l'artiste disparu, François Luambo se souvient des débuts de la star Wemba. Jules Wembadio, quand il a commencé la musique, c'est mon frère qui était un peu comme son sponsor, l'aider à pouvoir stabiliser sa musique. Mais comme il avait le don musical, il a fait tout ce qu'il a fait à travers le monde. Un hommage national sera rendu à Papa Wemba à Kinshasa, selon la volonté du président Kabila. La journée de jeudi, ce sera le départ du corps de Papa Wemba pour Kinshasa, attendu par le gouvernement congolais, parce que le président Joseph Kabila Kabange avait donné des ordres auprès de son premier ministre du gouvernement pour qu'on puisse organiser le funérail national. En plus de l'hommage qui sera rendu à Kinshasa, les autorités congolaises accréditées au Gabon ont également prévu un hommage à l'ambassade de la RDC au Gabon. Voilà, vous l'avez compris, c'était dans l'hommage rendu au roi de Molokai à l'ambassade de la RDC au Gabon. Roland.
Voilà, Marie-Angèle, pour poursuivre, parlons de sport. La 39e édition du Dakar pointe à l'horizon. Cette compétition verra les participations pour la première fois de nouveaux pays tels que le Paraguay, la Bolivie et l'Argentine qui proposeront un parcours très continental et perché avec près de la moitié de la course en haute altitude. Michel Zuy dans ce reportage. En prélude à la prochaine édition du Rallye Dakar, prévue du 2 au 14 janvier 2017 prochain, les organisateurs ont présenté officiellement les grandes lignes de cette course. Comme il est de tradition dans ce parcours, 4 catégories de véhicules seront à suivre en 2017 et chacun aura son classement propre. Les organisateurs ont tout de même précisé que cette nouvelle édition connaîtra de nombreuses innovations, notamment en Bolivie, où une étape marathon poussée à plus de 700 km de spécial à parcourir en 2 jours de course sans assistance. Un terrain cassant, roulant, du sable et de rocailles devrait être également de la partie. Selon le règlement, il y aura donc 4 vainqueurs à l'arrivée, notamment en auto, en camion, en moto et en quai. D'autres pays feront aussi leurs entrées en lice. En 2017, le rallye traversera 3 pays que sont le Paraguay, la Bolivie, l'Argentine pour rallier 3 capitales. L'étape inaugurale aura lieu au Paraguay, suivie de 5 étapes en Bolivie et 7 en Argentine. Toujours en sport, le deuxième tour éliminatoire de la CAN U20 joué ce week-end a été marqué par l'élimination de l'Algérie, vice-championne d'Afrique, et l'exploit de la Mauritanie qui accède pour la première fois au second tour. Mamadou Niang. L'élimination de l'Algérie, vice-championne d'Afrique par la Mauritanie, est la sensation du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, disputée ce week-end. La Mauritanie a ainsi réalisé la première surprise en s'offrant le scalp de l'Algérie, battu sur la marque de 2 buts à 0 ce dimanche en Nouakchott. Ça passe aussi pour la Guinée et la Tunisie qui avaient fait le plus dur en s'imposant à l'aller et se qualifient ainsi malgré le match nul au retour. Victorieux 2 à 0 à l'extérieur, le Sili Junior a assuré l'essentiel en concédant le match nul à Conakry face au Libéria 1 but partout. Idem pour la Tunisie, accroché 1-1 au Niger, après avoir largement dominé le MENA au match aller sur le score de 3 buts à 0. Après ce premier écrémage, le prochain tour marquera l'entrée en lice du Nigeria, tenant du titre, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Mali ou encore du Cameroun et du Gabon. Au programme du deuxième tour éliminatoire, Tunisie, Sénégal, Éthiopie, Ghana, Gambie, Maroc, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, Congo, Mauritanie, Mali, Soudan, Malawi, Burundi, Nigeria, Ouganda, Égypte, Angola, Gabon. Et voilà, dans le cadre du 7 en plus de ce soir, Marie Biogou de notre rédaction vient de nous retrouver sur ce plateau pour nous parler de la chef de la mission de l'Union européenne en Libye. On visite à Tripoli ce mardi. Elle a d'ailleurs exhorté le Parlement à tenir une séance de vote incessamment pour accorder sa confiance au gouvernement d'Union. A tout de suite. Marie Biogou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roland Diakou, merci. Toujours un plaisir de vous recevoir depuis hier d'ailleurs. Et cette fois, vous nous parlez de la Libye qui petit à petit sort du chaos et la formation de ce gouvernement d'union est donc finalement saluée par l'Union européenne. Saluée par l'Union européenne, Roland Diakou. Et on a l'impression d'assister petit à petit également vers l'épilogue de cette crise en Libye pour la petite histoire qui a commencé il y a 5 ans avec la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Vous vous souviendrez, une chute qui avait nécessité plusieurs interventions de la communauté internationale à l'époque, qui avait décidé à plusieurs niveaux également de se retirer du pays petit à petit face au chaos que cette chute-là a entraîné après la mort du guide libyen. Après donc plusieurs tentatives initiées par l'Organisation des Nations Unies, notamment les rencontres qui se tenaient du côté du Maroc entre les différentes factions rivales qui gouvernaient la Libye, on a pu accoucher finalement de ce gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui a longtemps été rejeté, mais qui finalement a été approuvé par l'ensemble des partis lors de ces discussions-là en février dernier. Et l'Union européenne ne peut que saluer ce gouvernement d'union nationale parce que nous faisons un pas vers la stabilité de ce pays du Maghreb, vers la stabilité de la Libye. Il faut également dire que l'Union européenne invite
le Parlement installé à Tobrouk, parce qu'il faut reconnaître que ce Parlement doit entériner ce gouvernement d'union nationale, parce qu'il s'agit là du Parlement reconnu par la communauté internationale, mais qui n'a pas encore validé ce gouvernement d'union nationale. Donc vous voyez, Roland Djakou, nous sommes là déjà dans une stabilité qui commence à naître, dans un embryon de stabilité, mais qui doit encore être confirmée et approuvée par le Parlement de Tobrouk, situé dans l'est de la Libye. Et on voit là que l'Union européenne emboîte le pas à plusieurs autres pays occidentaux qui ont décidé de ramener leur représentation diplomatique du côté de Tripoli, la capitale libyenne. Et Marielle, l'Union européenne tend donc la main à la Libye. Comment pourrait-elle envisager la coopération avec ce pays? Alors, l'aide de l'Union européenne a été clairement signifiée par Natalia Apostolova, Marie-Angèle, parce qu'il s'agit déjà d'asseoir le volet sécuritaire au niveau de la Libye. L'Union européenne compte donc former plusieurs compatriotes libyens, plusieurs Libyens, former une armée libyenne, parce qu'on a vu que durant ces 5 ans de chaos, l'armée libyenne s'était détériorée. On va dire qu'il n'y avait même plus d'armée en Libye. Voilà, il faut donc reformer une armée en Libye, il faut former une police en Libye. L'Union européenne va donc apporter son appui logistique et son appui également en termes de formation. Elle va également porter secours à ces gardes-côtes libyens qui, on l'a vu, ont joué un grand rôle dans cette crise des migrants, parce qu'il faut le rappeler, la Libye était devenue comme une plaque tournante de l'immigration clandestine du côté du nord de l'Afrique. Et donc, voilà, l'Union européenne se propose. Après, il y aura également l'économie du pays à relever. C'est autant de défis auxquels la Libye est confrontée. Mais déjà, d'entrée de jeu, on va aborder ce volet sécuritaire et on espère que le Parlement validera rapidement ce gouvernement d'union nationale. Et justement, pour parler du Parlement de Tobrouk, Marie Biogou, en revanche, n'a pas encore validé ce gouvernement d'union nationale. Est-ce que ça ne peut pas être une entorse pour la stabilité dont vous êtes en train de parler? Alors, Roland Djakou, il faut envisager 2 hypothèses à ce niveau. Il y a le fait que si le Parlement rejette ce gouvernement d'union nationale, on retombe dans ce qu'on a vécu ces derniers mois. On est comme dans une espèce d'éternel recommencement. Mais on espère, parce que déjà, le gouvernement s'est autoproclamé en mars dernier. Et il a eu l'aval, même si ce n'est qu'un aval préalable de la majorité des parlementaires qui reste à confirmer par ce vote de confiance du Parlement de Tobrouk. Voilà, Marielle, merci d'être passée. Merci à vous, Marie-Angèle, Roland Djakou. Et à demain, à la même heure. On l'espère. Voilà, c'est la fin de ce 20h, mesdames, messieurs. Mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Après son arrivée ce mardi à Juba, Riek Machar, le chef rebelle sud-soudanais, a prêté serment en tant que vice-président du pays. Il a également appelé à l'unité nationale les fils et filles d'une nation meurtrie par la guerre civile. Au Gabon, la Banque africaine de développement vient de mettre en place une stratégie de partenariat visant à octroyer un prêt financier d'un montant de 811 milliards de francs CFA à l'État gabonais. Bientôt le lancement de la 39e édition du Dakar qui verra l'entrée en liste de nouveaux venus sur un parcours dont l'altitude sera un des éléments majeurs. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Canal 7, votre télévision panafricaine. Et mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain 20h. À demain, Roland. À demain, Marie-Angèle. Bonne soirée à vous, mesdames, messieurs.